Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va cette fois-ci pas décrire un deck en particulier, mais bel et bien les différents archétypes que vous allez pouvoir rencontrer lors d'une de vos parties de VTES. Je vais les regrouper en 5 grands archétypes, il y en a un peu plus, mais je vais les décrire dans une autre vidéo. Cette fois-ci, on va se regrouper sur vraiment 5 grands archétypes, les principaux. Bien sûr, je vais aussi énumérer les clans qui sont le plus souvent représentés par ces archétypes et aussi les disciplines. J'espère en tout cas que ça va vous aider à plus facilement lire vos tables de VTES et à plus facilement prendre des décisions face à ces fameux archétypes. Bien, on va commencer par le premier archétype, l'un des plus courants, c'est-à-dire le deck agressif en discrétion. J'ai volontairement regroupé le deck Blitzsteel et le deck Vote dans ce même archétype agressif en discrétion parce qu'ils ont les mêmes avantages et aussi les mêmes défauts. En gros, ce sont des decks qui vont faire perdre de la réserve à votre proie avec des actions en discrétion. Donc les actions sont quasi sûres de passer de par votre discrétion. Et par contre, les inconvénients, c'est que vous êtes relativement faible en combat et que vous avez une capacité à bloquer quasi nulle. Donc voilà, vous allez tout regrouper. Vous allez baser tout votre potentiel offensif sur la perte de réserve de votre proie. Alors en général, par exemple pour les decks Bleed Stealth, il y a par exemple Domination et aussi Présence qui est vraiment très fort. Ce sont les deux disciplines qui vont permettre les meilleures morsures quasiment du jeu. En termes de discrétion, il y a aussi Occultation que l'on a déjà vu. Il y a aussi, c'est la principale, très souvent vous pouvez voir des Obténébrations chez les Lasombra, chez les anciens Lasombra du Sabbat ou Oblivion chez les nouveaux. Une nouvelle discipline que l'on n'a pas encore vue mais qu'on verra bien sûr dans d'autres vidéos. Voilà le principe du Blitz Stealth, comme vous le savez. Le vote. La partie vote est évidemment un petit peu similaire, donc vous pouvez facilement faire perdre de votre proie, de la réserve à votre proie facilement. C'est juste que les morsures ont accès à domination très souvent et donc ont accès à de la défection. Vous pouvez facilement vous protéger des morsures. Bien sûr, en revanche, Présence, elle vous donne accès à Majesté, c'est-à-dire une petite défense contre les combats, et avec la capacité de se redresser. Et en revanche, les decks votes, eux, ont accès à des votes qui peuvent devenir défensifs, comme bannissement ou retrouver de la réserve. Donc voilà, il y a quelques systèmes défensifs, mais le principal but de ces decks, c'est de tuer votre proie avec des actions en discrétion. Il n'y a pas spécialement de clans qui sont très forts dans ces domaines. Allez, il y a quand même les Malkaviens qui sont réputés pour faire vraiment des morsures en discrétion puisqu'ils ont accès à Domination et Occultation. Les anciens Lasombra, donc comme on a dit, Domination et Obténébration. Récemment, bien sûr, le Sacerdoce Anarque qui a accès lui à Présence et Occultation, voire même Protéane pour passer en discrétion, mais la discrétion est meilleure chez Occultation. Un deck qu'on n'a pas encore vu, c'est les Ravnos Anarques, eux aussi, Présence et Occultation, c'est très fort. Et les nouveaux Lasombra qui ont Oblivion et Domination. Bon, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est pas réellement un clan en particulier, mais c'est plus les disciplines, parce que les cartes de clan n'aident pas forcément là-dedans.
En revanche, si vous commencez à avoir des gros vampires, par exemple comme Stanislava ou Queen Anne, ou par exemple voilà François Villon, qui ont accès à occultation avec voilà présence ou autre, là c'est un peu plus dur de lire, ils peuvent à la fois voter ou à la fois faire des morsures. Parfois certains joueurs font les deux s'ils se retrouvent coincés ou autre. Voilà. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, ce sont principalement les disciplines qu'il faut faire attention. Voilà pour le deck agressif en discrétion. Maintenant, je vais vous présenter un autre deck, tout simplement le deck Wall. Le deck Wall, lui, il cherche principalement, contrairement au deck agressif, il cherche à essayer de contrôler sa proie et son prédateur pour essayer de tuer facilement sa proie. C'est un deck évidemment très défensif, comme vous l'aurez compris. Ils sont assez... on va pas dire ils sont forts, mais ils se débrouillent en général en combat. Ils essayent d'avoir très souvent un module de combat très light qui est très efficace. C'est-à-dire que voilà, avec peu de cartes, ils vont essayer de faire du dégât. C'est voilà, hein, ça dépend des decks, mais la discipline principale qui est clé quand on parle de Wall, c'est Auspex. Auspex parce qu'ils ont accès voilà, à Eye of Argus, à d'autres cartes telles que voilà, Vision de l'Aigle qui donne de l'interception et aussi de la capacité à bloquer, de la redirection, voilà, etc. etc. Donc quand vous voyez un vampire avec un Auspex, clairement vous pouvez imaginer que c'est un bloqueur, en tout cas c'est un bloqueur potentiel. Si jamais vous voyez un deck Wall en face de vous, ne tentez pas d'action sauf si vous êtes sûr de les passer avec de la discrétion. Voilà, il n'y a pas de réel désavantage à jouer Wall à part le fait que vous ne pouvez pas contrôler toute la table, c'est impossible. Et c'est un deck qui est, je vais pas dire très dur à manier, mais qui a besoin d'une bonne gestion de votre main pour pouvoir y aller. L'un des gros défauts de ce deck en revanche, c'est la gestion de la main qui est en effet très très dure à gérer. C'est-à-dire que si jamais vous arrivez à passer en discrétion le deck Wall, il aura beaucoup de mal à gérer sa main. En gros, ces cartes combat, même s'il en a que une ou deux en main, elles vont finir par s'accumuler en main parce qu'il n'arrive pas à rentrer en combat. Le deuxième défaut des deck Wall, évidemment, c'est que eux, ils ont très peu de discrétion, ou quasiment pas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas ou peu faire d'action. Voilà, c'est l'un des problèmes de défaut. Et aussi que très souvent bien sûr, les decks, le combat des deck Wall se veut, c'est un peu particulier, mais se veut en défense. C'est-à-dire que s'ils sont les premiers à annoncer les actions, les strikes et tout ça, ils se retrouvent très souvent en désavantage. Voilà pour tout ce qui est deck Wall. Ah oui, dernier petit défaut des deck Wall, ils ont du mal à regagner de la réserve. C'est-à-dire qu'ils sont très dépendants de certaines cartes. Par exemple, comme le rack, carte de maître, ou Power Base Montréal. Voilà, c'est pas évident à essayer de trouver ça. Parce que le deck le cycle peu si on se débrouille mal. Mais en revanche, s'ils les ont, ça ce sont des véritables gros cercles d'intérêt parce que ce sont des gros bonus et en même temps, vous savez qu'ils vont les garder puisqu'ils vont très souvent les défendre. Très souvent dans les deck Wall, ils aiment bien les équipements qui permettent vraiment de mettre de la pression constante. Donc par exemple Arc d'Ivoire, c'est parfait pour eux, ça met une menace permanente en jeu. Ils n'ont plus réellement besoin de cartes de combat, ils vont pouvoir les défausser parce qu'à chaque combat, ça sera un coup aggravé à l'Arc d'Ivoire.
Comment les decks wall gagnent? Tout simplement avec voilà, hein, des cartes comme Constante Révolution ou Smiling Jack et un arc. Voilà, que voici. Ce sont voilà, les cartes qui permettent à ce que le wall gagne à la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le wall se fiche un petit peu de la mort des autres joueurs. Même si c'est un allié qui meurt, il ne va pas forcément vouloir le sauver. Parce que moins il y a de joueurs, plus le wall est fort, en gros. Parce qu'il a besoin de temps et il y a besoin de moins de cibles qui vont casser ces fameuses cartes clés. Retenez bien ça évidemment en tête. Donc voilà pour l'archétype wall. Maintenant je vais vous présenter une autre facette de... Ah pardon, avant toute chose bien sûr, quels clans sont bien représentés par les walls? Il y a les anciens Timicés du Sabbat qui étaient vraiment très très forts parce que eux en combat ils arrivaient à faire par exemple avec Carrion Crow et des aggravés vraiment avec peu de cartes, faire beaucoup de dégâts, c'était très fort. Il y a les nouveaux Gangrel qui sont wall, qui eux font des mix entre les cartes fin de combat et les aggravés, c'est vraiment très fort. Et avec peu de cartes, ils peuvent monter à beaucoup d'interceptions, ils sont vraiment excessivement forts. Voilà. Mais en général, quand vous voyez Auspex ou Gangrel maintenant, attention, hein, Gangrel c'est assez fort parce qu'en plus c'est sans discipline, donc voilà. Si vous voyez le baron, les anarches Gangrel ou voilà, un gros œil comme Auspex, c'est très présent. Il y a aussi parfois les Trémérés qui peuvent devenir des bons deck wall, mais eux ils sont un petit peu plus toolbox, un archétype que l'on verra un petit peu plus tard. Donc maintenant, comme j'ai dit, on va parler du deck combat. Tout simplement, là c'est simple, hein, il y a une discipline qui surplombe tout le jeu, c'est tout simplement puissance, potence, vraiment la discipline de combat parce qu'elle vous donne accès à tout simplement prise immortelle qui empêche n'importe quelle frappe qui n'est pas de main. C'est-à-dire que voilà, au revoir les majestés, au revoir les vols de sang et tout ce qui peut vous embêter. Voilà, vous avez compris, c'est une des cartes angulaires des decks combat. Les decks combat, l'un des grands avantages, c'est que c'est assez plaisant à jouer, ça, mine de rien. Casser la tête des autres vampires, c'est très fort. Ce qu'il faut se retenir, c'est que c'est assez faible en milieu de partie. Je m'explique. Les decks combat ont besoin de beaucoup de cartes de combat dans leur deck pour être très viables. Par exemple, je donne l'exemple d'un combat typique. Tout simple, c'est voilà, prise de l'immortel, crochet et gorgée de sang. Imaginez ça avec une carte en plus comme Line Brawl pour rentrer en combat. Vous avez déjà, avec un combat qui est plutôt light quand même, mine de rien, il vous faut quand même déjà 4 cartes en main pour faire un combat honnête. En général, il vous faut en vrai 5 cartes de combat pour essayer de gérer les manœuvres et tout ça pour faire vraiment de très bons combats. Vous avez besoin de beaucoup de cartes de combat en gros qui... ça alourdit énormément le deck et de ce fait, vous avez peu de place pour tout ce qui est morsure et cartes de kill en fait, pour pouvoir ouster votre proie. En revanche, le deck est quand même relativement fort en sortie, en début de partie. Parce que en général vous avez la main que vous voulez en début de partie avec de la défausse et tout ça et vous êtes extrêmement menaçant, on va dire. En milieu de partie vous êtes très faible parce que quand les joueurs, quand vos adversaires ont un ou deux vampires, même si vous en tatanez un voire deux, si vous vous débrouillez très bien, les joueurs adverses vont se mettre à se liguer contre vous en sortant les vampires de torpeur que vous avez envoyés en torpeur. Donc vous allez dépenser des actions pour
bon, bah, vider le sang des vampires. Mais en revanche, voilà, si jamais un joueur ne sert pas un vampire de torpeur, et ben il sera la prochaine cible. Et évidemment, il ne veut pas de ça, donc il préfère perdre 2 de sang, sortir un vampire de torpeur, plutôt que de se ramasser l'un de vos futurs rushs. Donc voilà pour le deck combat. Là, ce qu'il faut savoir, c'est un petit peu comme le deck wall. Le deck combat préfère quand il y a des joueurs qui sont sortis de la partie. Une table à 3 joueurs par exemple, s'il y a 2 joueurs qui viennent d'être oustés, vous êtes plus que 3, il y a moins de vampires à aller taper. Donc c'est plus simple pour le deck combat. Voilà, donc en très late game, le combattant est plutôt fort. En early game, le combattant est plutôt bon. Et vraiment en mid game, c'est là où ça patauge et il va falloir sortir votre épingle du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, les decks combat doivent être très forts en négociation, voire en menace. Il ne faut pas hésiter à dire si jamais tu fais ça, voilà, je fous ton vampire en torpeur ou autre deal comme ça, s'il te plaît, bannis-moi ce monsieur et moi je vais rusher un tel. C'est vraiment de la négociation active. Il ne faut pas oublier ça et surtout ne montrez jamais à vos adversaires que vous avez une main faible en combat, parce que ça, vous perdez en plus tout pouvoir de négociation et vous allez mourir comme ça. Parce que l'un des gros défauts du deck combat, donc comme je vous ai dit, ils sont très faibles en défense. Voilà, après vous pouvez toujours aller chercher des cartes comme sur le qui-vive. Voilà, ça donne pas de l'interception, mais ça peut bloquer des actions un peu inconsidérées. Chez les anarches bientôt, voilà, Organized Resistance ou Seconde Tradition, si vous pouvez jouer des princes. Mais c'est quand même très compliqué parce que très souvent, comme je vous ai dit, il vous faut vraiment des mains très fluides et très fortes en combat. Si jamais vous commencez à rajouter des cartes de défense comme ça, sans être sûr de pouvoir facilement les jouer, ça risque d'alourdir grandement votre deck. En revanche, voilà, pour tout ce qui est moteur de kill, voilà, attention dans les rangs, c'est toujours très fort. Il y a aussi Renommé, Fame, qui est un grand classique pour faire des dégâts sur votre proie. Alors que vous avez juste combattu un vampire. Alors attention, parce que Renommé permet aussi de vous faire des dégâts aussi à vous tous les tours. Bref. Et dernier conseil que je vous conseille tout simplement, c'est éviter de mettre des cartes de combat comme harcèlement ou on a vu Line Brawl, parce que ça alourdit aussi votre deck. Il y a aussi Bump Rush qui est aussi intéressant. Essayez de privilégier au maximum, je sais que c'est pas simple, mais de privilégier des vampires qui ont des rushs intégrés. Ça fluidifie encore une fois votre deck et ça permet facilement d'enlever des actions qui ne vous serviront à rien. Enfin, pas à rien, mais il y a des vampires qui peuvent le faire facilement. Donc voilà pour le deck combat. Si jamais vous affrontez, en revanche, un deck combat, ce qu'il faut retenir, c'est que n'hésitez pas à sortir vos alliés torpeurs, parce que le deck combat peut difficilement tout faire. Voilà, il faut se la jouer un petit peu stratégique contre des grosses brutes. Les représentants des decks combat, principalement, il y a les Brujas, les gros bastonneurs du jeu. Ils ont potence et en plus ils ont célérité qui leur donne accès à pouvoir frapper en additionnel et voilà, et d'autres joyeusetés. Il y a aussi les Nosferatu qui ont animalisme aussi avec les corneilles noires et aussi puissance. En vrai, il n'y a pas de vrais clans qui sont ultra présents
en combat. Il y avait aussi les gangrels qui mettaient des aggravés, mais voilà, c'est plus un recueil, encore une fois, de discipline, plus qu'un clan en particulier qui signe cet archétype. Maintenant, on va présenter donc le deck Toolbox. Toolbox, c'est-à-dire que c'est un mix un petit peu entre l'agressif, le deck agressif avec un peu de discrétion, et le deck Wall qui sait se défendre. En combat, en combat c'est un peu la même chose, c'est pas des gros combattants, mais ils se débrouillent, voilà, ils se débrouillent. Très souvent, là-dessus, il n'y a pas de discipline clé. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du Tréméré, qui est vraiment le... En général, vous voyez un Tréméré, vous savez que ça sera un toolbox. Voilà, ils ont Auspex pour pouvoir bloquer. Ils ont aussi Domination qui peuvent les amener à de grosses morsures. Et ils ont aussi Thaumaturgie qui est une discipline vraiment très forte et très polyvalente. En combat, ça vole du sang. En action, ça permet d'aller chercher des équipements pour de la durée, tels que, comme on a vu tout à l'heure, Arc d'Ivoire, Bol de la Convergence ou Sniper, l'un des trios favoris des Trémérés. Donc voilà, vraiment, je vais vous montrer la carte. C'est Magie du Forgeron qu'on avait déjà vu dans les préconstruits. Donc voilà, ils ont accès à ces 3 disciplines qui, en plus de ça, grâce à Thaumaturgie, peut leur offrir de la discrétion grâce à Traversée du Miroir. Donc vraiment une discipline qui fait un peu tout, et grâce à ça, les Trémérés sont très forts vraiment dans cette optique. Ce qui est bien dans ces decks Toolbox, c'est que vous pouvez accentuer un des pans que vous offre la possibilité de ce deck. C'est-à-dire que si vous voulez vous la jouer plus agressive, vous pouvez mettre plus de cartes de domination et de discrétion, quitte à baisser votre défense et votre capacité de blocage. Même chose si vous vous dites je vais bloquer uniquement les actions clés et je vais jouer très peu de combats, vous pouvez vous la jouer en revanche extrêmement wall et baisser complètement la domination et la discrétion. Bref, vous avez de quoi faire avec ces archétypes en termes de deck building. En revanche, n'oubliez jamais que vous ne serez jamais aussi fort que des decks spécialisés. C'est-à-dire qu'un wall, lui, il monte facilement à 4, 5 d'interception. Non, j'exagère, pas facilement, mais il peut monter à 4-5 d'interception et faire des combats assez énervés. Vous, ça va être un peu plus compliqué, à moins vraiment de monter vraiment wall à mort. Voilà, donc il y a les Trémérés qui sont très forts là-dedans. Il y a aussi récemment les Banu Hakim, qui eux aussi qui volent du sang, qui ont accès à seconde tradition. Les Banu Hakim, comme je vous dis, ce ne sont pas des deck wall parce qu'ils ne peuvent pas monter à plus de 2 d'interception parce qu'ils n'ont pas Auspex, mais voilà, en général 2 d'interception c'est pas mal quand même, surtout en une seule carte. Donc c'est compliqué. Ils sont très forts en combat, ils peuvent vraiment se débrouiller avec des morsures. Ils ont aussi accès à des voies et ils ont occultation qui leur permettent d'avoir de la discrétion. Donc ils sont vraiment extrêmement polyvalents. Il y a aussi comme on a vu, les Nosferatu. Eux, ils ont accès à Animalisme qui leur offre beaucoup de possibilités. Gagner de l'intercept permanent, avoir de la discrétion, pouvoir avoir des bonus de morsure ou essayer d'entamer des rushs qui pourront être utiles grâce à Corneille Noire. Ils ont aussi accès à puissance, donc Poigne de l'immortel leur est accessible. En général, c'est plus rare, je tiens à le dire, mais voilà, je dis que c'est possible. Mais voilà, surtout, ils ont accès aussi à de l'interception grâce à Animalisme. Animalisme qui est une discipline qui fait aussi beaucoup de choses, donc c'est vraiment très fort. Voilà, ils peuvent jouer des alliés ou
ou des cartes qui font perdre de la réserve à votre proie. Donc vraiment, il y a de quoi faire avec les Nosferatu. En toolbox, il y a aussi les ventrus, les ventrus qui sont, voilà, qui ont présence et domination en discipline de base. Donc ils peuvent faire des morsures. Eux, ils ne vont pas la jouer sur la discrétion. Allez, vaguement, ils ont Paragon de la perfection, mais ça donne pas réellement de la discrétion. Ils vont plutôt la jouer sur du multi-action, comme on a vu, hein, grâce à Pulsion monstrueuse ou Majesté. Donc voilà, ils vont faire des votes, ils vont se redresser, ensuite ils vont essayer de faire des morsures. Voilà. Ils ont aussi accès évidemment à Seconde Tradition parce que beaucoup de ventrus sont titrés. Et grâce à Fortitude, ils peuvent facilement faire des combats un petit peu light, à base de poursuite, à base de bâton. La carte qu'on appelle Canne lestée. Donc voilà, il y a de quoi faire aussi avec eux. Mais voilà, ils n'ont pas beaucoup accès à de la discrétion. Il y a aussi les toréadors, bien sûr, un petit peu la même chose que les ventrus, ils peuvent facilement voter. Ils ont une nouvelle carte du 30e anniversaire qui est apparue, qui s'appelle Loup, qui leur donne facilement un de discrétion. Il y a aussi, voilà, hein, plein de cartes avec célérité qui peut donner des frappes additionnelles. Donc on peut voir des toréadors facilement s'équiper de pistolets ou autres, ou des 44 Magnum, voilà, qui leur permet de se défendre un petit peu en combat. Ils peuvent avoir accès à la morsure grâce à la présence, ils ont aussi accès à des votes, bref. Il y a vraiment de quoi faire avec les toréadors. Donc voilà, ce sont des decks qui peuvent un petit peu tout faire, un petit peu dur à lire. Il faut vite, si jamais vous affrontez ce genre de deck, il faut vite essayer de comprendre quelles sont les proportions du deck adverse. C'est pas évident. Quelle est l'optique de leur deck? Est-ce que c'est plus défendre? Est-ce que c'est plus voter? Est-ce que c'est plus faire des morsures? Et essayer de contrer. L'une des grandes faiblesses de ce genre de deck, c'est la gestion de leurs mains. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de pas beaucoup de cartes pour faire ce qu'ils veulent, mais très vite ils peuvent accumuler les cartes qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire que si jamais ils se sont sous pression et qu'ils se mettent à avoir que des cartes de morsure ou de combat en main, et ben ils ont très vite plus de défense et leur deck ils ont moins de chances de piocher des cartes de défense qu'un deck wall. Même chose pour si jamais ils se retrouvent en position de tuer leur proie. Ça se trouve, ils vont piocher des cartes de combat alors qu'ils veulent piocher des cartes de morsure ou de vote. Et voilà. C'est l'un des principaux problèmes de ce deck, c'est vraiment la gestion de main. Si vraiment par contre il y a un joueur qui gère parfaitement sa main, ce sont des decks très forts. Mais essayez de remarquer à si vous jouez contre, en gros c'est une stratégie avancée, mais il faut absolument savoir quelle est la main du toolbox en face. Qu'est-ce qu'il a en main? Est-ce qu'il a tout? Est-ce qu'il lui manque des morsures? Et surtout, qu'est-ce qu'il a cyclé auparavant? Quelle carte il a défaussé, etc., etc. Donc voilà pour le toolbox, représenté mine de rien par beaucoup de clans. Et je vais vous présenter le dernier archétype que je voulais vous montrer, c'est le deck Swarm. Alors on en a vu dans de précédentes vidéos, mais principalement ça va être avec les cartes comme ça, comme Entrainte ou voilà, Child of Revolution, qui sont vraiment des cartes maîtresses de ce genre de deck. Le principe il est simple, hein, mettre plein de vampires ou d'alliés, ça dépend, hein, parce que n'oublions pas que j'ai présenté un deck qui est le Tremor anti-tribu il y a longtemps, avec Antonio Derlet qui lui met des alliés. Il met des alliés très très forts, enfin, des magiciens qui sont pas très très forts, mais qui sont très embêtants, on va dire.
Voilà, plus comme ça. Très embêtant et ça permet vraiment de swarmer et de partir avec des morsures sans être réellement inquiété. Donc voilà, le principe c'est vraiment d'avoir une masse critique d'actions de base comme les morsures à 1 et de pouvoir percer les défenses adverses avec ça. L'un des principaux défauts de ce deck, c'est que vous utilisez très peu de discipline, vous avez très peu de discrétion, aucune défense en combat, les petits vampires que vous appelez sont très faibles, ils ne peuvent rien faire à part les claques à 1 en combat de base ou les morsures à 1. Mais évidemment, au fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez comprendre que, voilà, par exemple, avec les anciens Ravnos, il y a une carte qui s'appelle Week of Nightmare qui donne plus 1 de force et plus 1 de morsure à tous les Ravnos. Vous allez vite comprendre que, voilà, votre Embrace, votre étreinte qui devient maintenant voilà, un petit vampire qui tape à 2 et qui fait des morsures à 2. Même chose pour les Toréadors anti-tribu. Eux, n'oublions pas, ils ont accès à Palagrandé ou à Fondation Exhibit, qui leur donne soit une voix, soit plus 1 de morsure, donc c'est vraiment très fort. Donc tous les vampires qui commencent à faire des morsures à 2, c'est fort, faut se l'avouer. Bien sûr, ils ont ensuite accès à faveur consanguine, voilà, la capacité de regagner énormément de réserves. Il y a même les anarques grâce à Child of Revolution qui a été réimprimé et Bruja Debate. Ce sont tout simplement un nouvel archétype que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Enfin, c'est l'archétype Swarm, mais un autre type de Swarm. Là, en gros, ça va être des Brujas qui vont pas gagner 1 de morsure, mais tout simplement un de force et une manœuvre. Et évidemment, Bruja Debate, par contre, ça se stack, ça peut s'additionner. Donc, au bout d'un moment, si le moins de petits vampires à 1 commence à faire des morsures des frappes à 4 de force avec 3 manœuvres, c'est compliqué d'y échapper. Enfin bref. L'un des gros avantages de ce deck, c'est que si jamais on ne vous arrête pas, vous faites facilement la table. C'est vraiment extrêmement puissant là-dedans. Voilà, avec les faveurs consanguines, vous n'êtes vraiment pas inquiété par les dégâts de morsure ou de vote. Très souvent, en plus, si vous arrivez à en passer, ça veut dire que vous avez le vote lock, donc c'est très fort. Et en plus de ça, voilà, si on ne vous bloque pas, vous pouvez rouler facilement sur la table avec votre armada de petits vampires. Le conseil que je peux vous donner si jamais vous affrontez un deck Swarm, c'est principalement, surtout si vous voyez des cartes comme Étreinte ou Child of Revolution, c'est savoir quand bloquer. C'est tout simple, quand bloquer, si jamais c'est votre proie qui joue Swarm et que vous avez la capacité de bloquer. Alors ce qu'il faut bloquer, c'est pas forcément les étreintes ou le recrutement des petits vampires, mais surtout les faveurs consanguines. Les faveurs consanguines, vous ne voulez pas que votre proie gagne de la réserve. Bloquer bien sûr les étreintes si jamais votre proie commence à partir en vrille trop vite. Mais voilà, ce n'est pas non plus à vous d'enterrer ce deck. Voilà, en gros, ce n'est pas à vous de tuer très vite ce genre de deck. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous avez laissé trop d'étreintes ou trop de Child of Revolution, faveur consanguine, si jamais il y en a un seul qui passe, ça peut lui faire regagner beaucoup de réserves. En revanche, si vous avez bloqué le recrutement des petits vampires, même s'il y a une faveur consanguine qui passe, ça fera regagner très peu, puisqu'ils n'auront pas touché le jeu. A vous de voir, mais moi je vous conseille vraiment de garder tout votre interception pour les votes de faveur consanguine. En revanche, si c'est votre prédateur qui joue
qui jouent Swarm, essayez plutôt de bloquer la chasse des étreintes, parce que n'oubliez pas, imaginons que Conchita fasse une étreinte, elle va perdre 2 de sang et l'étreinte est obligée d'aller chasser, et c'est à ce moment là que vous pouvez bloquer l'étreinte, et avec juste un bloc et une mandale à 1 de base, et ben vous envoyez l'étreinte en torpeur et elle ne vous empêtera plus. À la limite vous allez bloquer les sorties de torpeur, etc., mais voilà. Et en revanche, voilà, faveur consanguine, si jamais votre prédateur le fait, c'est pas votre problème. Là pour le coup, comme je dirais, il y a une maxime que j'aime beaucoup, c'est le meilleur des prédateurs, c'est un prédateur qui a tous ses vampires en torpeur et beaucoup de réserves. Là, voilà, c'est ce que vous voulez voir. En revanche, la proie parfaite, ce que vous voulez voir, c'est une proie qui avance beaucoup sur votre petite proie et qui a très peu de réserve, qui investit énormément. C'est pour ça que je dis que voilà, il ne faut surtout pas laisser passer les faveurs consanguines quand c'est votre proie. Et bien voilà, je pense qu'on a fait un tour de tous les archétypes. Si jamais bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je sais pas si j'ai vraiment parlé de tout ce que je voulais dire. Ah oui, dernier petit point, j'ai parlé en début de vidéo des autres différents archétypes. Alors on va plutôt parler de sous-archétypes, par exemple les decks Winnie, c'est-à-dire les decks qui sortent beaucoup de petits vampires très vite. Le problème, c'est qu'on peut les coupler avec d'autres archétypes. Par exemple, les Winnie potents, ça va être des decks Winnie qui vont faire des combats rush. Les decks Winnie au spec, ça veut dire des decks Winnie, ça veut dire sortir beaucoup de petits vampires qui vont énormément bloquer. Winnie présence, il est aussi, voilà, ce sont des sorties plein de petits vampires à basse capacité, donc pas plus que 4 qui peuvent sortir en un tour. Et donc partir vraiment faire des morsures très vite et très tôt dans la partie. Voilà, il y a aussi d'autres archétypes comme les combos, mais je pense qu'il nous faudra une autre vidéo pour décrire tout ça. Et ben j'espère que voilà, cette vidéo-ci, la première, vous aura plu. Et bien sûr, abonnez-vous si elle vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.